couverture pour l'Afrique des libertés. Deux articles croustillants. Deux articles croustillants du Canard enchaîné sont au menu aujourd'hui. Deux articles croustillants du Canard enchaîné, journal publié en France, sont aux commentaires aujourd'hui. Deux articles extrêmement croustillants et intéressants pour l'Afrique des libertés. Je vous salue à travers l'Afrique, je vous salue à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Bienvenue à ce goûter de presse. Nous allons lire ensemble et commenter deux articles du Canard enchaîné. Numéro 5333, mercredi 25 janvier 2020. Le Canard enchaîné est un journal satirique paraissant tous les mercredis. Là, je vais commenter deux articles extraits du numéro 5333, du mercredi 25 janvier 2020. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er février 2020. J'ai trouvé ces deux pépites, deux articles croustillants que je vais commenter pour l'Afrique des libertés. C'est mon ami personnel Faso Ouattara qui ouvre cette émission. Il chante Dunia pour l'Afrique. L'Afrique continentale, l'Afrique des diasporas, l'Afrique d'Europe, d'Amérique, d'Asie, des îles et des péninsules. Je vous salue. Et vous, nos amis européens, nos amis asiatiques, nos amis américains de l'Afrique des libertés, vous êtes les bienvenus. Partagez et protégez cette émission. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et distribuez les pains spirituels de la liberté des Africains. Je vous salue. Restaurer la tradition et l'amour, la passion de la lecture au cœur des peuples africains, des diasporas africaines. Redonner la passion de la connaissance pour élever le niveau de conscience. C'est notre mission. Et c'est mon ami Faso Ouattara qui ouvre le chemin. Il y a vraiment deux petits articles croustillants que j'ai trouvés pour vous. Alors, ne gardez pas ça pour tout seul. Votre serviteur, est allé chercher des pépites. Vous ne les garderez pas pour vous tout seul. Les pains spirituels de la liberté. Vous êtes déjà près de 500 personnes ici sur Facebook. Appuyez sur le pouce levé sur la vidéo. 100 personnes. Ici sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Appuyez sur le pouce levé sur la vidéo et partagez les pains spirituels de la liberté des Africains. Dunia betende, ay sabari, alakadani kambolo. Dunia betende, ay sabari, masakadani ke. Zonche kenengese, kaduke melayo rosa, katla kabuli katulo. Sumbala kenengese, kaduke melayo rosa, katla kabuli katulo. Excellent mercredi partout, à travers l'Afrique. Excellente semaine. En ce début février 2023, c'est mon ami Faso Ouattara qui a ouvert le chemin. Je vous l'ai dit, de temps en temps, nous nous arrêterons pour lire ensemble des pages qui libèrent, pour parcourir ensemble les arcanes de ce monde et y trouver les chemins de nos libertés étouffées, de nos libertés torturées, de nos libertés triturées. Voilà pourquoi de temps en temps, je consacre certaines émissions à lire, à faire lire, à expliquer, à faire comprendre, afin que nul n'en ignore. En effet, il y a un journal qui paraît depuis 107 ans en France. Et il paraît systématiquement maintenant, tous les mercredis en France. Il s'appelle Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, dont vous voyez ici la caricature, est un journal qui, en réalité, se définit lui-même comme un journal satirique, c'est-à-dire
Un journal qui dit la vérité, mais sur un mode un peu moqueur, sur un mode un peu humoristique, qui tourne en dérision les arrogants, les suffisants, les pédants et les menteurs. La satire est un art connu dans toutes les sociétés du monde comme étant la méthode subtile des esprits avisés pour dire la vérité tout en restant dans une certaine humanité, dans la proximité qu'apporte le rire, et même le rire du sardonique. Alors, tous les mercredis, je me procure toujours un exemplaire du canard enchaîné. Et puisque je suis le serviteur des pains spirituels de l'Afrique des libertés, il m'arrive d'y trouver quelques pépites. Et à ce moment-là, je les partage. Il m'arrive de trouver des pépites de la même nature dans des articles très développés comme ceux du monde diplomatique qui sont des analyses beaucoup plus développées, beaucoup plus documentées. Il m'arrive de temps en temps, aussi, ici dans le monde, de trouver quelques articles qui vont inspirer mon analyse. Alors, beaucoup d'amis de l'Afrique des libertés réagissent souvent quand je partage avec eux les découvertes que j'ai faites dans la presse française, européenne, américaine, bref, dans la presse occidentale, qu'il ne faudrait pas trop en parler parce que je pourrais tomber ainsi dans le travers de leur rendre service, c'est-à-dire de faciliter leur propagande. Je dis à ces amis africains, notamment, qu'ils n'ont rien compris, manifestement, à la communication politique. À partir du moment où vous vous appropriez une information de façon critique, cette information ne peut plus jouer le rôle que des propagandistes ou des manipulateurs voulaient lui faire jouer. Je recommence une deuxième fois. À partir du moment où, quand vous prenez un journal et que vous y trouviez quelque chose, cette chose que vous trouvez dans ce journal, vous l'analysez, vous la diffusez à partir d'une analyse. Vous n'êtes plus victime de la propagande potentielle de ce journal ou de cet article. Au contraire, vous construisez un éveil, un rapport critique à cette information. Et vous pouvez diffuser une information. Vous pouvez diffuser une information avec votre critique de cette information. De cette façon, vous neutralisez ce qui, dans cette information, pourrait être contraire à la vérité de votre point de vue, mais également contraire à vos intérêts personnels bien compris. Le danger avec les informations des médias mainstream, c'est que nous les diffusions sans analyse, que nous les diffusions sans faire un travail de réappropriation, un travail critique. C'est-à-dire que nous les diffusions sans faire l'effort de comprendre nous-mêmes. C'est là qu'il y a danger. Les Africaines et les Africains du monde entier savent et doivent savoir que la diffusion d'informations sans y apporter notre propre appréciation ou sans nous assurer que nous en apprécions vraiment le contenu, voilà ce qui sert la propagande et parfois la propagande ennemie. À partir du moment où quand je diffuse une information, j'ai pris la peine de m'assurer de la qualité de l'information. Si je la diffuse sans commentaire, ça veut dire que je l'assume. C'est-à-dire que cette information reflète mon point de vue. Mais quand je la diffuse, en sachant qu'elle ne reflète pas mon point de vue, je dois l'accompagner d'une mention, d'une remarque, d'une observation, indiquant la distance critique, indiquant la critique, ou même à la limite, le démenti ou le désaveu que j'ai de cette information. Vous aurez remarqué que quand je vous diffuse, des morceaux de la presse occidentale en général, et notamment de la presse de la France-Afrique en particulier, je veille toujours à les accompagner d'un commentaire pour vous dire comment je pense que ces morceaux de la presse doivent être appréciés. C'est cette règle que nous devons tous respecter. Et il faut même la respecter quand vous partagez les émissions de votre serviteur que je suis. C'est toujours intéressant, quand on partage une émission, de dire à ceux qui suivent sur nos pages les raisons pour lesquelles nous partageons. D'accompagner ne serait-ce que d'une petite mention. Bon, si on partage de manière automatique, ceux qui sont abonnés sur notre page sont amenés à penser que nous sommes entièrement d'accord avec tout ce que dit la personne que nous publions et que nous diffusons. Mais normalement, l'internaute citoyen véritablement averti ne diffuse que des informations qu'il a pris le temps lui-même d'apprécier et il les accompagne d'une mention, il les accompagne d'un commentaire, il les accompagne d'un point de vue personnel, de telle façon qu'on ne puisse pas nécessairement l'identifier à ces informations, de telle façon qu'on ne puisse pas nécessairement confondre son point de vue
avec le point de vue qui est développé dans celle-ci. Donc, c'est dans cet esprit que moi, de temps en temps, je vais vous parler de quelque chose qui s'est dit sur RFI, sur Jeune Afrique, quelque chose qui s'est dit dans Le Monde, qui s'est dit dans Le Canard enchaîné ou dans n'importe quel journal. Je m'efforce de l'accompagner toujours d'une appréciation, ayant pour but d'indiquer ma manière de comprendre ce que j'ai lu. Car je sais très bien que la diffusion aveugle d'informations amène, d'une manière ou d'une autre, finalement, à servir des projets qu'on n'assume pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire à devenir le relais, finalement, d'intérêts qui sont incompatibles avec les nôtres. Alors, cette précision méthodologique étant faite, intéressons-nous à ce que je nous ai trouvé dans ce journal, Le Canard enchaîné. Je commence par le premier article que j'ai trouvé dans Le Canard enchaîné. C'est un article très intéressant qui va vraiment nous renseigner sur beaucoup de choses. Excusez-moi. C'est un article très intéressant qui va vraiment nous renseigner sur beaucoup de choses. Un instant. Oh là là. Qu'est-ce qui est arrivé à nos amis côté? Voilà, très bien. Alors, je commence par le premier article que je veux vous commenter. Je l'ai publié dans la matinée sur ma page Facebook. C'est un article qui a été publié ici, sous le titre. Je commence par commenter un article qui va nous parler de la France, et notamment de la France et de ses alliés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'article s'intitule, le voici, Avis de tempête. Avis de tempête chez les alliés de l'Ukraine. Avis de tempête chez les alliés de l'Ukraine. C'est un article qui est très intéressant parce qu'il nous dit et il nous révèle, sous la plume notamment du journaliste Claude Angeli et d'autres journalistes qui ont signé uniquement en initial, eh bien, ces articles-là nous révèlent l'état de l'armée française, tel que les journalistes d'investigation du Canard enchaîné le connaissent. Donc, je vous donne la lecture de l'article pour que vous sachiez, Afrique des libertés, ce que la presse française, la presse satirique, la presse critique française, pense de l'état de l'armée française et ce qu'elle sait de l'état de l'armée française. C'est très intéressant. Avis de tempête chez les alliés de l'Ukraine. Écoutons. La réunion à Ramstein, le 20 janvier, de la quarantaine d'États qui arment l'Ukraine n'a pas transformé, loin de là, cette guerre menée à distance contre Vladimir Poutine. Et entre alliés, le ton s'est durci. Soupçonnés de se montrer toujours modérés, voire complaisants dès qu'il s'agit des relations avec la Russie, les Allemands sont en ligne de mire. Et si les États-Unis ne sont pas directement visés lors de ces échanges acerbes, ce n'est qu'un faux semblant. Chacun a trop besoin du soutien militaire de la Grande Amérique pour ne pas la ménager. Sous-titre, nouveau char russe annoncé depuis Londres. Principal exemple de ces propos plutôt rudes. Intervenant en visioconférence au forum de Davos, le président Zelensky a appelé les Occidentaux à, citation, cesser de trembler devant Poutine. Fin de citation. Ce qui est peu aimable. Et leur a reproché de lui fournir trop peu d'armes et toujours en retard. Comme en écho, son conseiller Mikhailo Podolyak a dénoncé, citation, cette indécision qui tue. Fin de citation. Tout aussi violent, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, approuvé par ses homologues des États baltes, de Roumanie et de République tchèque, a qualifié d'inacceptable l'attitude de l'Allemagne qui, à Ramstein, refusait toujours de livrer aux Ukrainiens ses puissants chars Léopard 2 et même d'autoriser ses clients européens à offrir ou à revendre certains de ces blindés allemands qui équipent leurs armées. Puis, le dirigeant polonais a fait cet audacieux pari, citation, « L'Europe gagnera la guerre en Ukraine avec ou sans l'Allemagne. » Fin de citation. Volodymyr Zelensky avait chiffré à 300 chars ses besoins en 2023, laissant entendre qu'il lui en faudrait sans doute le double l'année suivante. Il voulait des Abrams américains. Trop compliqués à utiliser et à entretenir, ont fait savoir en substance les experts du Pentagone. Citation. Il faut à ce char une équipe d'ingénieurs ainsi que de mécaniciens spécialement formés.
Et comme il est très lourd, son moteur consomme énormément de carburant. Fin de citation. Même refus à Berlin pour le Léopard ou à la coalition au pouvoir est fort composite. Elle compte des pacifistes, des inquiets. L'Allemagne n'est pas loin du front. Des prudents, des modérément pro-russes, voire d'anciens élus d'un groupe d'amitié germano-russe dissous en avril 2022, soit 4 mois après l'invasion de l'Ukraine. Enfin, lorsqu'il a reçu à Paris le chancelier allemand, le 22 janvier, une question a été posée à Emmanuel Macron sur une éventuelle arrivée de Charles Leclerc en Ukraine. Réponse trop brève. Citation, rien n'est exclu. Fin de citation. Difficile de le croire sur parole. Les militaires français ne disposent plus que de 226 Leclerc, parmi lesquels 200 sont en cours de rénovation d'ici à 2030. Et ils veulent les conserver dans l'hypothèse d'un futur conflit. Conclusion. Kiev ne peut actuellement compter que sur une livraison dans quelques mois de 14 chars britanniques Challenger. Rien qui puisse changer le sort des armes. En revanche, selon les services britanniques de renseignement, le puissant char russe T-14 Armata, entré en service après 2010, va sans doute bientôt paraître sur le champ de bataille. Mais seulement à une vingtaine d'exemplaires, car à en croire les espions de Sa Majesté, les Russes n'en possèdent pas beaucoup. À Ramstein, malgré l'incapacité des présents à répondre aux espoirs blindés des Ukrainiens, un expert affirme que cette réunion représente un progrès. L'assistance militaire promise à Kiev se révèle désormais cohérente et moins en ordre dispersé. Exemple des livraisons futures de nouveaux canons, 19 Césars français, auxquels les Danois vont renoncer, des batteries estoniennes et suédoises, divers blindés de transport de troupes, des batteries antiaériennes, etc. Enfin, une initiative est passée plutôt inaperçue. Il est prévu de former en Pologne, avec la collaboration de l'OTAN, une ou peut-être plusieurs brigades mécanisées, lesquelles conduiront chacune au combat 3000 hommes dans des véhicules blindés, voire accompagnés par des AMX-10 RC français armés d'un canon de 105. De même, toujours avec l'assistance de l'OTAN, sont actuellement formés les ingénieurs, les techniciens et les mécaniciens dont l'Ukraine aura besoin lorsque son armée pourra s'équiper de chars lourds. C'est donc reconnaître, et les Américains sont les premiers à le faire, que cette guerre risque de durer fort longtemps. Mardi 24 janvier au matin, quelques heures avant l'impression du canard, le Premier ministre polonais se disait toujours décidé à livrer un peloton de 14 Léopard 2 aux Ukrainiens, avec ou sans l'aval de Berlin. Mieux, il mettait la Suède, la Finlande et le Danemark à en faire autant. Il incitait la Suède, la Finlande et le Danemark à en faire autant. Mais on est toujours loin des 300 chars revendiqués par Zelensky. Quant au chancelier Scholz, il restait encore de marbre, insensible aux diverses pressions exercées sur lui, celles des écologistes membres de son gouvernement et celles de certains de ses alliés européens. Ça, c'est la première grande partie de l'article. Qu'est-ce qu'elle révèle? La presse française révèle qu'il n'y a aucune unanimité entre les alliés occidentaux sur le mode de fourniture militaire de l'Ukraine. Donc, quand vous écoutez les médias mainstream, ceux qui sont consacrés à la propagande de guerre, vous pourriez penser que tous les peuples occidentaux, vous pourriez penser que tous les gouvernements occidentaux sont d'accord pour participer aux côtés de l'Ukraine à la guerre contre la Russie. Mais quand vous lisez un article comme celui que vous venez de lire, vous vous rendrez compte que les choses sont non seulement beaucoup plus compliquées, mais que les alliés de l'Ukraine ne sont tous pas d'accord. Et vous découvrez par ailleurs d'ailleurs que ces alliés de l'Ukraine qui seraient d'accord sont eux-mêmes en conflit avec leur peuple. C'est-à-dire qu'il y a une rupture évidente entre les élites politiques occidentales et les peuples occidentaux qui ne sont pas consultés dans toute cette affaire. Il y a une crise parlementaire au sein des pays occidentaux à propos de la guerre russo-ukrainienne et il y a un désaccord géostratégique, un désaccord géopolitique à propos des conditions de l'alimentation logistique de la guerre russo-ukrainienne. Je passe maintenant à la deuxième partie de l'article, la deuxième grande partie. Il y a un sous-titre qui a été signé par des journalistes qui ont uniquement mis leurs initiales. Le sous-titre s'intitule « La ruse de Macron pour donner des tanks à Kiev ». Le sous-titre que je vais vous lire maintenant. C'est la dernière partie de cet article. Dans la guerre menée par procuration contre Poutine, la tactique de Macron est-elle de tromper l'ennemi ou plutôt l'ami?
Le 22 janvier, le président français, qui main dans la main avec le chancelier Olaf Scholz, célébrait le 60e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, a dégoupillé à propos de la livraison de nos chars Leclerc à l'Ukraine. Rien n'est exclu. Les Russes en tremblent déjà. Point de suspension. En réalité, il n'a jamais été question de céder un seul de nos fameux Leclerc. Et pour cause, notre parc de gros blindés est trop indigent. Je recommence la phrase. En réalité, il n'a jamais été question de céder un seul de nos fameux Leclerc. Et pour cause, notre parc de gros blindés, le parc français, est trop indigent. Indigent veut dire pauvre. Je continue la lecture. Sur les 406 chars livrés à l'armée française par Giat Industries au début des années 2000, avec une facture de 5,7 milliards d'euros, il ne nous en reste que 226, la plupart non opérationnels. Impossible en outre d'en refabriquer. La France a fermé la chaîne de production depuis 2006. Après la chute du mur, l'Hexagone, qui alignait jusqu'à 1200 chars, a estimé que notre bombe atomique suffisait à dissuader quiconque de poser une chenille sur le sol gaulois. L'invasion de l'Ukraine a rebattu les cartes. La thèse d'une guerre de haute intensité, soutenue par Thierry Bucquard, le chef d'état-major des armées, implique, estime ce dernier, un retour en force des chars et des canons. Emmanuel Macron a pulvérisé cette requête au mois de décembre lors d'un conseil de défense. L'armée de terre devra jusqu'en 2040 se contenter de 200 chars Leclerc rénovés. Et croiser les doigts pour que l'hypothétique projet franco-allemand de chars du futur voit bien le jour. Point de suspension. Dernier paragraphe, le bluff cuirassé. Les 413 milliards d'euros promis aux armées par Macron sur une période de 7 ans iront surtout à la cyberdéfense, aux drones, aux satellites de renseignement, aux futurs porte-avions et à la construction de frégates. Tandis que les crédits pour les bombes et les missiles de croisière nucléaire vont doubler. Car la dissuasion atomique reste aux yeux de Macron le seul bouclier efficace contre Poutine. Si le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a faim sur ordre du président de plancher sur la livraison des Leclerc aux troupes de Zelensky, c'était pour faire pression sur les Allemands qui rechignent à voir leur Léopard 2 affronter les Russes. L'idée de Macron, les Allemands qui ont fabriqué plus de 2000 Léopards doivent permettre aux Polonais de céder leurs 232 exemplaires à Kiev. Remarque d'un haut gradé français, cité entre guillemets, pour faire face à la contre-offensive que les Russes préparent, les Ukrainiens ont besoin d'au moins 400 chars lourds du même modèle. Fin de citation. Un chiffre qui pourrait facilement être atteint en piochant dans l'arsenal des 17 autres pays équipés en véhicules cuirassés made in Germany. Les Allemands iront-ils jusqu'à dire à Macron « Arrête ton char à bluff » Fin de citation, fin de l'article. Que nous apprend la deuxième partie de cet article? Que dans le projet de livraison de chars de guerre à l'Ukraine, eh bien, la France n'est pas en capacité, puisqu'elle ne détient que 200 chars. Elle ne possède que 200 chars de guerre opérationnels. Donc, il lui est impossible de participer à la livraison de chars de guerre à l'Ukraine. Et sa stratégie a été de mettre la pression sur l'Allemagne pour que l'Allemagne autorise les pays auxquels elle avait vendu les chars de guerre Léopard 2 avec la clause qu'ils ne peuvent les livrer à quelqu'un d'autre qu'avec son autorisation. Eh bien, il est demandé à l'Allemagne d'autoriser cela. On va donc se retrouver dans une situation où ceux qui pourraient livrer les 300 à 400 chars de guerre dont l'Ukraine a besoin se trouvent être tous les pays européens sauf la France. Voilà ce que cet article du Canard enchaîné nous révèle, à savoir que la France n'est pas en capacité de participer à la hauteur de ses déclarations à l'effort de guerre ukrainien. Je crois que c'est une information importante pour l'Afrique des libertés. Car en Afrique, du fait de la longue histoire négrière, coloniale et néocolonialiste de la France, on a eu l'habitude de donner trop d'importance à la puissance militaire française. Mais quand on la regarde de l'intérieur de l'Europe et à l'aune du conflit russo-ukrainien, on découvre que c'est une puissance modeste. Le deuxième renseignement qu'on a ici, c'est que le Canard enchaîné nous apprend que le président Macron construit la doctrine de la défense française
sur un pilier fondamental, c'est la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le fait que la France détienne des armes nucléaires est pour le président Macron une sécurité suffisante, permettant à celui-ci de penser que la Russie ne peut pas délibérément s'attaquer à la France, sachant qu'elle est une puissance nucléaire. Mais l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire. Et la quasi-totalité des autres pays européens en dehors de la France et de la Grande-Bretagne et des États-Unis ne sont pas des puissances nucléaires, à proprement dit. Donc, il s'ensuit qu'en réalité, la stratégie qui aurait été élaborée par la France est donc, elle, de rester en sécurité puisqu'elle a une puissance nucléaire et de pousser les autres pays européens, comme l'Allemagne, qui ne sont pas des puissances nucléaires, à s'exposer à la Russie. Cela devrait nous dire quelque chose. Parce que cela me rappelle, en tant qu'Africain, le montage du corps des tirailleurs sénégalais. Et une remarque qu'a faite le grand écrivain du Mali, n'est-ce pas, Yambo Wologem, à propos du néocolonialisme et du colonialisme français. À savoir qu'ils ont systématiquement tendance à mettre les autres en première ligne et à se mettre derrière. Ils ont systématiquement tendance à vouloir que ce soit les autres qui meurent en premier et qu'eux, ils en tirent les dividendes. C'était ça le principe de la mise en place sous Napoléon III en 1854 du corps des tirailleurs sénégalais. Des nègres utilisés pour coloniser les autres territoires africains, des nègres utilisés pour les guerres mondiales françaises et systématiquement placés en première ligne. Voilà qu'on se retrouve dans une situation où l'Amérique met toute l'Europe en première ligne face à la Russie, en commençant par l'Ukraine. Ensuite, on se retrouve dans une micro-stratégie décrite par cet article du Canard enchaîné, où la France met l'Allemagne en première ligne et les autres pays non détenteurs d'armes nucléaires de l'Europe en première ligne et se positionnent tranquillement derrière. Voyez-vous, mes chers amis, qu'est-ce que c'est doux et qu'est-ce que c'est bon de lire. Je viens ici de finir la lecture expliquée, la lecture commentée du premier article que je vous ai promis. Il en reste un second. Faso Ouattara, balance-nous la musique du pays, l'Afrique des libertés en pleine lecture. Protégez et partagez cette émission. Vous êtes plus de 1300 pratiquement maintenant sur YouTube. Il n'y a pas encore 1300 personnes qui ont appuyé sur le pouce levé sous la vidéo. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez cette vidéo. Faites lire l'Afrique des libertés. Ne gardez pas ces choses-là pour vous tout seul. Regardez, je suis allé chercher ce journal pour vous. Alors, comme je suis en train de vous le lire et de vous le commenter, ne gardez pas non plus ça pour vous tout seul. Soyons tous des distributeurs des paix spirituelles de la liberté des hommes. On est dans le canal enchaîné. Est-ce que c'est Nyamsi Ouakamourou qui a dit ça? Mes amis, est-ce que c'est moi? Je lis, je fais lire et j'explique. Hein? Là, il n'y a pas de problème, non? Est-ce qu'on peut m'en vouloir de lire le canard enchaîné en français? Est-ce que c'est mauvais de lire? Lisons. Non, la lecture est bien. Hein? Surtout les bonnes lectures. C'est mon ami Faso Ouattara qui nous accompagne musicalement dans cette émission du mercredi 1er février. Mercredi 1er février 1er février 2023 sur la Terre des Hommes. Nous allons passer au deuxième et dernier article de l'émission. C'est mon ami personnel Faso Ouattara. Vous l'entendrez à la fin encore. Le deuxième article que je voudrais décortiquer avec vous, la deuxième pépite que j'ai trouvée pour vous, mes chers amis, c'est un article intitulé « La junte du Burkina expulse les Français et leur demande de l'aide ». La junte du Burkina expulse les Français et leur demande de l'aide. Donc le canard enchaîné, lui aussi, se mêle de la gigantomachie franco-burkinabé. Le canard enchaîné publie un article ayant pour but de montrer que le Burkina Faso demande une chose et son contraire. D'un côté, le Burkina Faso demande à l'armée française de quitter
eh bien, son sol. Et puis de l'autre côté, le Burkina Faso tend la main pour mendier l'aide publique française au développement. Aïe, aïe, aïe. Astaghfirullah. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça doit être un Wigim. Mais ils nous ont frappé dur là. S'ils peuvent démontrer que le Burkina est en pleine contradiction, mais ça, c'est un os dans la gorge de l'Afrique des libertés. Donc, je me suis précipité pour lire l'article. Je vais donc vous lire l'article. Et ensuite, nous allons commenter l'article. Mais là, ce que je vais montrer, c'est que, franchement, le canard enchaîné s'est trompé. Il n'est pas à la hauteur du sujet. Je vais leur démontrer qu'ils n'auraient jamais dû écrire cet article. Et je vais leur demander s'ils souhaitent que nous donnions de temps en temps des contributions sur des sujets qu'eux, ils ne maîtrisent pas et que nous maîtrisons. Comme le sujet de l'aide publique française au développement dont ils ont parlé, en tentant de présenter le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré comme en pleine contradiction. Bon, nous allons d'abord lire leur article et ensuite nous allons procéder à l'analyse critique de leur article. Nous allons voir ce qui est vrai et ce qui est faux dedans et nous allons prouver que ce qui est vrai est vrai et que ce qui est faux est faux. Lisons. L'article est signé par quelqu'un qui a mis des initiales. J.F.J. Il est écrit ceci. La junte du Burkina expulse les Français et leur demande de l'aide. Après expulse les Français, il y a des points de suspension, histoire de montrer la contradiction entre les deux actes. Lisons. Arrivé au pouvoir après son coup d'État de septembre 2022, la junte militaire du Burkina Faso ne raffole pas de la France. Son chef, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de donner 1 mois aux forces armées de l'ex-puissance coloniale pour plier bagage. En décembre, il a d'ailleurs viré l'ambassadeur Luc Alade. C'est pourtant la même junte qui, en novembre 2022, a relancé l'Agence française de développement, AFD, pour obtenir une subvention de 13 millions d'euros afin de combler une partie de son déficit budgétaire. Selon un document de l'AFD classé confidentiel que Le Canard a consulté, le comité des États étrangers de l'agence, composé de personnalités françaises et de représentants de Bercy et du Quai d'Orsay, chargé de statuer sur les aides à d'autres pays, s'est réuni le 16 novembre et a donné son feu vert à Rémi Rioux, le patron de l'AFD, Agence française pour le développement, pour 2 versements budgétaires. L'un de 6 millions d'euros, non affectés, versés au trésor burkinabé sans précision d'objectif, et l'autre de 7 millions d'euros au titre de l'aide alimentaire. Finalement, citation, les fonds n'ont pas été versés, fin de citation, indique l'Agence française de développement. Deuxième paragraphe de l'article, la prime au putsch. La situation du Burkina est catastrophique. Selon l'ONU, 3,5 millions de personnes, soit 1/6 de la population, se trouvent en insécurité alimentaire sévère. Le terrorisme djihadiste, avec son lot de massacres et d'enlèvements, ravage une partie du pays. Les putschistes de septembre ont dénoncé le rôle de la France, qui par le passé avait soutenu le régime du président Compaoré, chassé par la rue en 2014, alors que celui-ci s'était montré fort bienveillant envers certains leaders islamistes de la région. Pourtant, les nouveaux dirigeants continuent de solliciter Paris. Par fidélité au passé, comme l'indiquait Luc Alade quelques jours avant d'être congédié, l'Hexagone est le premier partenaire bilatéral du Burkina via notamment 100 millions par an d'engagement, entre parenthèses, prêts et dons à travers l'AFD, Agence française de développement, laquelle agence comptabilise près de 700 millions de concours financiers en cours d'exécution. Décidément, pas rébuté par les coups d'État, l'AFD a aussi accordé en juin dernier et en toute discrétion 15 millions d'euros de dons. Ils ont été versés au trésor tchadien, au trésor tchadien. 1 an plus tôt, sans la moindre élection. Mahamat Idriss Déby avait succédé à son père après la mort au combat de ce dernier. Loin de s'en formaliser, Macron avait assisté, seul chef d'État occidental, aux obsèques du paternel, avalisant le coup d'État.
Près de 800 soldats français stationnent au Tchad. Et N'Djamena, très engagé dans l'opération anti-djihadiste Barkhane, est l'un des derniers alliés de la France dans la région. Il ne faut pas insulter l'avenir. Point de suspension. Fin de la lecture de l'article. Dans cet article, vraiment, il y a à boire et à manger à tous les étages. C'est un article très intéressant. Nous allons maintenant procéder à son analyse, à l'analyse de ce que nous avons lu. Bon. Première information que nous donne le Canard enchaîné, le Burkina Faso a sollicité une aide de 13 millions d'euros auprès de l'Agence française de développement, mais finalement, au mois de novembre, l'Agence française de développement a refusé de verser cette aide-là. Cette aide était partagée en deux parties. Une première partie qui devait être directement versée au Trésor burkinabé et une deuxième partie qui devait, quant à elle, être affectée à l'aide alimentaire aux populations burkinabées. D'où le total de 13 millions, soit 6 millions versés directement au Trésor burkinabé et 7 millions qui, quant à eux, eh bien, devaient être affectés à l'aide alimentaire aux populations burkinabées. Bon. Nous apprenons que cela s'est fait au mois de novembre, que le Burkina Faso a sollicité cette subvention au mois de novembre 2022. Or, on nous dit que cette subvention n'a pas été versée. Et de l'autre côté, on nous dit que la junte du Burkina Faso a expulsé les soldats français. Mais l'expulsion des soldats français, elle, n'a pas eu lieu en novembre 2022. L'expulsion des soldats français a eu lieu quand? Elle a eu lieu par une lettre du gouvernement burkinabé adressée au ministère français des Affaires étrangères le 18 janvier 2022. Entre le 16 novembre 2022 et le 18 janvier 2022, il y a un écart de combien de temps? De 2 mois. Il y a un écart de 2 mois. À partir du moment où il y a un écart de 2 mois entre les deux événements, est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso a demandé l'aide française au développement au moment même où il avait décidé de chasser l'armée française de son sol? Est-ce que c'est vrai ça? Je m'adresse là aux journalistes de Canard enchaîné. Votre article est chronologiquement carentiel. C'est un article chronologiquement nul. C'est en novembre 2022 que le Burkina a sollicité 13 millions auprès de l'Agence française de développement. Soit. Mais c'est en janvier 2023, soit 2 mois plus tard, que le Burkina Faso a ordonné que l'armée française quitte son sol. C'est-à-dire qu'au moment où le Burkina Faso sollicitait les subventions de l'Agence française au développement, il n'avait pas demandé encore le départ de l'armée française de son sol. Vous voulez absolument lier les deux événements pour montrer la contradiction du Burkina Faso. Pourtant, les deux événements sont séparés de 2 mois. Ils sont séparés de 2 mois. Puisque c'est en novembre 2022, nous dites-vous, vous les journalistes du Canard enchaîné, que le Burkina a demandé la subvention. Et vous savez, et nous savons tous que c'est le 18 janvier 2023 que le Burkina a officiellement adressé un courrier au ministère français des Affaires étrangères pour rompre l'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Quelle est la raison qui explique que l'aide française au développement de 13 millions qui aurait été demandée par le Burkina, qu'est-ce qui explique que cette aide française n'ait pas été versée alors même que le Burkina n'avait pas encore demandé à l'armée française de partir? Puisque vous dites que le Burkina est en contradiction, puisqu'il chasse l'armée française au même moment où il demande l'aide, nous venons de démontrer que cela n'a pas eu lieu au même moment. La décision burkinabé d'ordonner le départ des troupes françaises du sol burkinabé est 2 mois après la décision française de ne pas verser l'aide. Ne pas verser l'aide au développement, la subvention demandée par le Burkina Faso. Donc, il faut déjà constater que le Canard enchaîné ne maîtrise pas la chronologie des événements dont il parle. Et le journaliste est l'historien du quotidien. Un journaliste doit avoir une bonne maîtrise
du métier d'historien. Il est l'historien de l'instant, il est l'historien du jour. On dit journalisme. Le journalisme, c'est l'art de l'histoire au jour le jour. Mais quand on fait l'histoire au jour le jour et qu'on n'est même pas capable de maîtriser un principe élémentaire de l'histoire, à savoir le principe de l'ordre chronologique des événements, cela veut déjà dire qu'on a une carence intellectuelle. Et j'appelle les journalistes du Canard enchaîné à ne pas se comporter à la légère quand ils traitent des affaires africaines. Parce qu'il y a un préjugé dans la presse française et la presse occidentale en général, c'est qu'on peut traiter à la légère les affaires françaises. Et c'est un préjugé partagé par l'élite politique française, l'élite politique occidentale. Par exemple, l'élite politique française et occidentale prend à la légère les viols des constitutions en Afrique. Alassane Dramane Ouattara viole la constitution. Des dirigeants français se mettent debout devant la presse pour justifier le viol de la constitution ivoirienne parce qu'on considère que le peuple ivoirien est indigne d'une constitution respectée par ses dirigeants. Quand il y a des fraudes électorales, mais complètement flagrantes en Afrique, les mêmes dirigeants envoient des lettres de félicitations à des dirigeants qui ont volé les élections. Ce qui est, bien sûr, une manière de marquer leur mépris pour les peuples africains qui, de leur point de vue, et ça date de la traite des Noirs, ne méritent pas d'être gouvernés par des dirigeants qu'ils ont réellement élus. De la même façon, comment se fait-il que des journalistes qui connaissent le principe chronologique veuillent tromper l'opinion française en laissant penser que le Burkina Faso a demandé l'aide au développement au moment même où il expulsait l'armée française de son sol? Non, ce n'est pas vrai. Mais maintenant, il y a un deuxième problème dans cet article. Le même article nous révèle que l'Agence française au développement a accordé 15 millions d'euros de dons. 15 millions d'euros de dons au Tchad. Au Tchad, il y a eu un coup d'État sanglant. Il y a eu une répression sanglante. Des centaines de Tchadiens ont été assassinés depuis l'avènement en avril 2021 de Mahamat Kaka Déby à la tête de ce pays. Le Canard enchaîné nous dit que l'Agence française au développement a quand même offert, parce qu'on parle de dons, 15 millions d'euros. Au Burkina, il n'y a pas eu d'événement comparable. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas pris le pouvoir en versant le sang des Burkinabés. Il n'est pas coupable d'une répression sanglante, sauvage, comme celle que le peuple tchadien a subie. Il demande non pas un don. Si on prend l'hypothèse de cet article, le Burkina n'a pas demandé un don à la France. Le Burkina a demandé une subvention, c'est-à-dire en fait un prêt. On refuse de prêter de l'argent à celui qui va rembourser, mais on donne de l'argent à la dictature crapule de Djabena, de Kaka Déby, et on donne plus d'argent à un dictateur crapule, Mahamat Kaka Déby, qu'on ne donne de l'argent à un putschiste révolutionnaire. Là-bas, on a un putschiste réactionnaire néocolonialiste, vassal de la France-Afrique, Mahamat Kaka Déby. On lui donne, dit-on, 15 millions d'euros au nom de l'aide française au développement. Ici au Burkina, on a un putschiste révolutionnaire, approuvé par son peuple, soutenu par son peuple, parce qu'il sert son peuple. Eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré, et à lui, on refuse non pas les dons, mais on refuse de lui prêter de l'argent pour précisément mener à bien le combat qu'il mène pour son peuple. Donc, les journalistes du Canard enchaîné devraient noter cette deuxième observation. Leur propre article trahit l'aberration scandaleuse de la politique de l'aide publique au développement de la France. L'aide publique au développement est utilisée pour soutenir les pires dictatures africaines et elle est utilisée pour punir les régimes africains qui sont populaires, qui sont révolutionnaires, qui sont progressistes et qui aiment leur peuple. Voilà la deuxième observation. Mais maintenant, on va passer à la troisième observation. En fait, est-ce que l'aide publique au développement, est-ce que c'est l'argent de la France? Je recommence la question. Quand vous entendez que la France donne de l'aide publique au développement ou qu'elle alloue des subventions au nom de l'aide publique au développement, s'agit-il de l'argent de la France? Eh bien, je vais vous faire écouter quelqu'un qui a mené une enquête. C'est le journaliste François Mattei qui a mené une enquête sur l'origine et la nature réelle de ce qu'on appelle l'aide publique française au développement aux pays africains. Et il faut que nous l'écoutions. À l'occasion d'une émission sur le franc CFA, il a révélé le poteau rose. En quoi consiste l'aide publique française au développement? Monsieur Mattei, venez témoigner ici pour que l'Afrique des libertés, valide
ce que je leur dis. Il faut que vous sachiez en quoi consiste l'aide publique française au développement. Parce que si vous ne le savez pas, eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la suite soit intéressante pour vous. François Mattei, c'est celle que vous évoquez, celle de la France-Afrique. Vous évoquez les 3 piliers de ce système France-Afrique, à savoir la maîtrise du franc CFA par Paris, la présence de l'armée française dans ces pays africains et le choix des chefs d'État africains. Alors j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas, si, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer, par exemple, que qu'on considère comme visibles, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc, par exemple, le pétrole vendu par tel pays, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, l'EVA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc, on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis, ensuite, c'est passé à 65%. Aujourd'hui, c'est la moitié, 50%, qui entrent dans les caisses de la Banque de France et surtout dans les comptes du budget de la France. Ce qui est particulier, c'est ça. Même au temps de la zone sterling, chez les Anglais, ça existait chez les Anglais. Ils ont arrêté tout ça, il y a longtemps. Parce que c'est une ingérence dans la vie des pays, dans leur souveraineté. La monnaie, ça... Protéger, partager. Les colonies anglaises ont des monnaies nationales. Oui, oui, nationales. Et même au temps de la sterling, c'était déposé à la Banque d'Angleterre, certes, et ils pouvaient récupérer leur argent à tout moment. Ça n'était pas intégré au budget britannique. Et c'est ce que vous dites, François Mattei, il existe 17 milliards d'euros de devises retenues en France, alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains. Écoutez bien. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Ok. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos pour rester. Je m'arrête là. Est-ce que vous avez entendu la réponse à la question que j'avais posée? Quelle est l'origine de l'aide française au développement? François Mattei, qui a mené l'enquête, a établi de manière incontestable que, d'abord, depuis les indépendances et depuis la période coloniale, jusqu'en 1974, chaque fois qu'un pays africain vend quelque chose, vend ses matières premières, vend ses marchandises en dehors de son territoire, il les vend en dollars. Lorsque le pays africain vendeur se fait payer, cet argent est stocké jusqu'en 1974. Il est stocké à 100% dans la Banque de France. Et cet argent est déclaré dans le budget de la France. C'est-à-dire que jusqu'en 1974, tout ce que les pays d'Afrique d'expression française ont vendu dans le monde était vendu comme si c'était des matières premières françaises. Les dollars qui sont versés jusqu'en 1974, aux pays africains exportateurs, ces dollars sont stockés à 100% jusqu'en 1974 dans le compte d'opération de la Banque de France et ils sont déclarés dans le budget français. Autrement dit, jusqu'en 1974, la France se comporte comme si elle était
la propriétaire réelle de l'or, du pétrole, du bois, du bauxite, du manganèse, du plutonium, de l'uranium, bref, de toutes les richesses africaines. À partir de 1974, elle va réduire la part qui reste dans ses comptes. Elle va réduire cette part à 75%, puis elle va réduire cette part à 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dit Mattei, 50% des dollars, c'est-à-dire de l'argent étranger gagné par les pays de la zone CFA, par leurs exportations, reste dans le compte d'opération de la Banque de France et est intégré dans le budget français. Sont intégrés dans le budget français. Vous avez entendu? Voilà la première information que vous devez avoir. Et c'est ça l'aberration. Une atteinte incroyable à la souveraineté des peuples africains. Qui plus est, cet argent qui est ainsi stocké dans le compte du Trésor français sert à la spéculation française dans les marchés financiers. Donc, ils se font de l'argent avec cet argent. Et ils ne le rétrocèdent pas selon les désirs des États africains. Ils le rétrocèdent à leur rythme et selon la quantité qu'ils veulent. Mieux, François Mattei va découvrir et va révéler dans la vidéo que vous avez écoutée le poteau rose. Qu'est-ce que c'est que l'aide française au développement? C'est très simple. Il y a 14 ou 15 pays qui font partie de la zone CFA. Il y a certains pays qui ont le budget, qui ont leur compte d'opération, leur sous-compte d'opération déficitaire. Et il y a des pays qui ont le compte d'opération excédentaire. Donc, en quoi consistent les crédits, l'aide française au développement? C'est de prendre l'argent des pays qui sont excédentaires pour le prêter aux pays qui sont déficitaires. C'est tout. Et voilà pourquoi François Mattei nous dit de manière incontestable, l'aide française au développement, c'est l'argent des Africains que l'on prête aux Africains. C'est l'argent de l'Afrique prêté à l'Afrique. Et là, vous touchez à un scandale encore plus grand. C'est qu'on prend l'argent de l'Afrique, on le prête à l'Afrique et on demande à l'Afrique de rembourser à la France cet argent avec intérêt. C'est le scandale du scandale. C'est le scandale dans le scandale. On prend l'argent des Africains, on le prête aux Africains et on demande aux Africains de rembourser cet argent avec intérêt. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ont leur compte, leur sous-compte au compte d'opération qui est excédentaire, on va prendre leur argent, on va le prêter au Tchad, on va le prêter au Centrafrique et on va demander au Tchad et au Centrafrique de rembourser cet argent à la France avec taux d'intérêt. Vous avez compris? Le taux d'intérêt qui est payé à la France est supérieur au taux d'intérêt que la France reverse aux pays qui ont leur sous-compte d'opération dans sa banque. Elle se fait de l'argent gratuitement avec l'argent des Africains. Vous avez compris? C'est un docteur en philosophie qui vous explique l'économie de l'exploitation. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, le Burkina n'a pas mendié. Le Burkina n'a pas mendié. Le Burkina, selon l'article du Canard enchaîné, a demandé une subvention. Une subvention. Qu'est-ce que c'est qu'une subvention? En réalité, il s'agit d'un prêt. L'argent que le Burkina a demandé, ce n'est pas l'argent de la France, c'est l'argent de l'Afrique. C'est l'argent de l'Afrique. En fait, le Burkina a demandé son propre argent. Le Burkina a demandé l'argent que l'Afrique devrait en fait avoir en Afrique. L'argent qui devrait servir à nourrir le marché financier africain. C'est cet argent que le Burkina a voulu emprunter. Le Burkina n'a pas demandé un don. L'article du Canard enchaîné ne dit pas que le Burkina a demandé un don. Donc, quand quelqu'un emprunte de l'argent, qui plus est l'argent qui normalement lui appartient, vous refusez de le lui prêter parce que vous voulez qu'il soit en difficulté et que vous soyez éternellement assis sur sa tête. Comment pouvez-vous vous étonner qu'après 2 mois, que cette personne comprenne de manière définitive qu'elle n'a rien à espérer de vous? Que votre intérêt, c'est que ce pays reste éternellement soumis. Donc, je pose la question aux journalistes du Canard enchaîné, réfléchissez un tout petit peu. Vous révélez vous-même qu'on donne, on donne 15 millions d'euros. Donc, on les donnerait gratuitement. Pourtant, ce n'est pas l'argent du Tchad. C'est l'argent de pays dont le compte d'opération est excédentaire. Et c'est peut-être en partie l'argent du Tchad qu'on prétend lui donner. Mais comment la France peut-elle faire des dons avec l'argent des Africains? Je ne sais pas si les journalistes du Canard enchaîné
peuvent ne serait-ce qu'étudier sérieusement les questions africaines, comme je les ai vus travailler là sur la question de la guerre russo-ukrainienne. L'article sur la guerre russo-ukrainienne est un article documenté, c'est un article daté, c'est un article avec des extraits, c'est un article qui respecte la logique chronologique qu'un journaliste correctement formé doit respecter. On arrive sur l'Afrique, ils écrivent sans dessus-dessous et ils ne voient même pas les contradictions entre leurs propos. Parce que sur l'Afrique, on peut écrire des merdes et comme il n'y a pas grand monde qui s'inquiétera de ces merdes en France, eh bien, elles vont passer pour des vérités, elles vont passer pour de l'information. Le même article reconnaît, prend la France en flagrant délit de cadeau à une dictature sanglante, celle du Tchad. Et le même article reconnaît qu'il y a près de 800 soldats français qui stationnent au Tchad. Comment pouvez-vous penser qu'on va donner 15 millions de dons en euros au Tchad sans que ce ne soit en rapport avec les 800 soldats français qui stationnent là-bas? Mais comment des journalistes sérieux peuvent dire ça? Et ils appellent ça don. C'est quoi le don? Vous êtes occupé par une armée néocoloniale. Dans le cadre de cette occupation, on vous donne des facilités pour supporter l'occupation. Et des facilités qui servent même à améliorer le cadre de vie de l'armée néocoloniale. Des facilités qui servent même à donner des marchés aux entreprises françaises qui détiennent des monopoles dans ces pays. Parce que quand on vous donne 15 millions d'euros, on vous dicte ce que vous devez faire avec. Et vous devez faire gagner des marchés prioritairement aux entreprises françaises. Ce ne sont que les marchés que les entreprises françaises ne veulent pas que vous donnez à d'autres entreprises, les nationales et celles d'autres puissances. Quand on dit par exemple que le Burkina, alors il avait demandé une subvention de 13 millions d'euros. Mais dans les 13 millions d'euros, il était prévu qu'on impose au Burkina ce qu'il doit faire de 7 millions d'euros. Si vous voyez ce qu'il fallait faire de 7 millions d'euros, vous allez retrouver des entreprises françaises qui étaient supposées gagner le marché. Voilà des gens qui crient sur la colline, ils descendent en bas de la colline, ils répondent. S'il s'appelle Jean, ils se mettent sur la colline, Jean! Après, il court au bas de la colline et dit, oui, je suis juste en bas. C'est moi, Jean. Tu m'as appelé? C'est lui qui s'est appelé tout seul en haut. Il s'appelle tout seul. Il donne, soi-disant, l'aide publique au développement à l'Afrique. Et ils courent en Afrique avec leurs multinationales qui détiennent des monopoles dans tous leurs anciens pays coloniaux, leurs anciens pays sous tutelle coloniale. Ce sont elles qui gagnent les mêmes marchés. Donc, l'aide française au développement, qu'est-ce que c'est? C'est le financement des marchés des multinationales françaises en Afrique. Il s'agit en réalité d'une entreprise de création de richesses à plus de 100%, à l'avantage de la France et au désavantage des pays africains. Donc, dans le cas d'espèce, on découvre donc que l'article du Canard enchaîné, qui était supposé montrer la contradiction flagrante du Burkina, cet article se retourne en un tir au pied. Et le Canard enchaîné s'est tiré une belle balle au pied en voulant se moquer du régime burkinabé. Le régime tchadien de Kaka Déby mériterait plus la satire du régime du capitaine Ibrahim Traoré au Faso. Parce que Ibrahim Traoré sert le peuple burkinabé, alors que Mahamat Kaka Déby sert le néocolonialisme français et il sert la caste oligarchique militaire, la caste ethno-oligarchique militaire de son père Déby à la tête du Tchad. Il se sert lui tout seul et il sert ses maîtres néocolons parisiens, c'est tout. Entre lui et le peuple tchadien, le divorce est acté. Et on a vu comment sa seule relation au peuple tchadien, c'est une relation de massacre, une relation de brimade, d'emprisonnement, d'exil d'opposants politiques, une relation de pillage continu, une relation de terreur. Le Canard enchaîné n'a rien compris au Burkina. Et il n'a rien compris au Burkina parce qu'il traite, comme beaucoup de journaux français, à la légère les questions africaines. Et il traite à la légère les questions africaines parce qu'ils ont été nourris au petit lait du racisme, le racisme hypocrite. Ils ont été nourris à l'habitude de la puissance colonialiste française. Ils ont été nourris au mythe de la nécessité que l'Afrique reste la vache à lait de l'Occident. Qu'on puisse piller ad vitam aeternam l'Afrique, c'est normal, même jusque dans la tête, en réalité, de journalistes pourtant supposément libres d'esprit du Canard enchaîné. L'aide française au développement n'est pas un acte de pitié de la France à l'Afrique. Il s'agit de l'argent des Africains que la France utilise pour se faire de l'argent sur le dos d'autres Africains. Je recommence. L'aide française au développement, l'aide publique au développement n'est pas un don de la France à l'Afrique. Il s'agit de l'argent de l'Afrique utilisé
par la France pour se faire de l'argent sur le dos de l'Afrique. Voilà ce qu'a révélé l'enquête minimale effectuée par le journaliste français François Mattei. Et il est en France. Et il a publié ses livres. Et de nombreux autres chercheurs africains, français, européens, hein, l'actuelle première ministre italienne, Madame Meloni, l'a reconnu ouvertement. Elle a dit ouvertement en quoi consistait cette arnaque, laquelle nécessite l'abolition sans délai du franc CFA. Abolition sans délai du franc CFA. Abolition sans délai de la soumission des banques centrales africaines à la Banque de France. C'est une étape nécessaire de la reconquête de la dignité des Africains. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est du bon sens. Ce n'est pas de la haine anti-française, c'est de la justice. Ce n'est pas du ressentiment, c'est le retour, effectivement, d'une véritable souveraineté africaine. Et voilà pourquoi il est important de lire les journalistes français, y compris ceux qui s'illustrent en France par l'esprit le plus acerbe, l'esprit le plus critique, le plus satirique. Quand ils arrivent sur l'Afrique, ils deviennent borgnes et pour certains, carrément aveugles. Je vous remercie, mes chers amis. Vous étiez, eh bien, vous étiez plus de 3000 au total à suivre cette conférence, près de 1750 ici sur YouTube et près de 1350, plus de 1350 ici sur Facebook. J'espère que vous avez appuyé sur le pouce levé sous la vidéo et que vous avez pensé à la partager. Car, eh bien, ces articles du Canard enchaîné font partie de ces liens, de ces livres qui libèrent. Faso Ouattara, pour finir. Appuyez sur le pouce levé sur cette vidéo, mes chers amis, et partagez-la massivement. J'enverrai le lien de cette vidéoconférence au Canard enchaîné, en lui demandant de voir et de revoir sa méthodologie de traitement de l'information africaine, ou de nous consulter pour avoir des nouvelles. Soyez bénis, mes amis, à travers l'Afrique, à travers le monde. Excellent mois de février sur notre continent natal, en Europe, en Amérique. Excellent mois de février en Asie, dans les îles, les océans Atlantiques et Indiens. Soyez bénis, mes amis. Merci à celles et ceux d'entre vous qui continuent à nous soutenir activement en prenant des abonnements spéciaux sur nos pages YouTube et Facebook. Votre soutien nous est cher, il nous touche, il nous galvanise. Votre fidélité, votre loyauté nous sont inestimables. Soyez bénis. C'est mon ami personnel Faso Ouattara qui fait ce beau travail orchestral. Il m'a accompagné, Faso Ouattara. Un bon Ouattara, rien à voir avec le sacré pratiqué ayant renié notre belle terre africaine de Saint-Louis. C'est mon ami Faso Ouattara. Béni soit-il. Merci. Excellent mois de février à toutes et à tous. Merci. Merci.